Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, en Tunisie, Nida Tounes, le parti au pouvoir, enregistre plusieurs démissions au Parlement. Une instabilité parlementaire qui pourrait mettre à mal le gouvernement. Démarrage du dépôt de candidature pour la présidentielle de février 2016 au Bénin. Moins de 10 candidats ont été enregistrés depuis le 9 janvier. Le rapport 2013 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives disponibles en Guinée, le pays dresse un compte-rendu de ses exploitations minières. Mais tout d'abord, dans la vie politique tunisienne, il y a quelques bouleversements. 12 députés de Nida Tounes, le parti au pouvoir fondé après les révoltes de 2011, ont démissionné ce vendredi 8 janvier. Ils veulent créer un nouveau bloc parlementaire, de nouvelles démissions qui devraient permettre au Parti islamique Canada de devenir la principale mouvance politique au Parlement. Conséquence pour le gouvernement, il pourrait être handicapé dans l'adoption de lois. Diara Ndiaye. Nida Tounes, le premier parti politique de Tunisie, est aujourd'hui en pleine crise, miné par une lutte de clans et une guerre de succession. Créé en 2012 afin de soutenir la candidature du président Béji Caïd Essebsi, le parti Nida Tounes est pour l'heure bercé par des divergences croissantes. Depuis la prise de fonction du chef de l'État tunisien au palais de Carthage le 31 décembre 2014, deux clans s'opposent au sein de la formation. Le parti au pouvoir a perdu son poids au Parlement après la démission de 17 députés du bloc parlementaire du mouvement ce vendredi 8 janvier. Les députés démissionnaires devraient former un nouveau bloc parlementaire, modifiant ainsi l'échiquier politique tunisien. D'un côté, on a les élus du parti qui pensent qu'une alliance avec Ennahda est indispensable pour renforcer son assise électorale et renforcer justement sa confiance auprès de la population. Et de l'autre, vous avez ceux qui défendent une autre ligne politique, qui pensent que la coalition avec le parti islamiste Ennahda est indispensable et parmi eux font partie le fils du président, Caïd Essebsi, Hafez Essebsi. Vous avez l'ancien secrétaire général du parti, Mohsen Mahzouk, qui était justement contre cette coalition-là, contre cette alliance avec Ennahda et qui a décidé de démissionner. Cette crise au sein du parti présidentiel intervient alors que mercredi 6 janvier, le Premier ministre Habib Essid a présenté la composition du nouveau gouvernement tunisien, composé de 28 ministres et où 4 partis se partagent les portefeuilles. Il s'agit du premier remaniement gouvernemental depuis que le président Béji Caïd Essebsi a été investi. Ces tractations arrivent à un moment délicat. La Tunisie se bat en ce moment même pour contenir la violence djihadiste et relancer la croissance économique. Et la deuxième crise, en réalité, elle concerne le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise sécuritaire aussi en Tunisie, il y a une crise économique actuellement en Tunisie. Et donc, le gouvernement qui n'arrive pas à apporter les réponses nécessaires à ces domaines-là, a dû procéder justement à un remaniement. C'était inévitable. La Tunisie a été secouée par plusieurs attentats et notamment le ministère de l'Intérieur a été remanié. Donc, ce qui prouve qu'il y a eu des défaillances de la part du gouvernement tunisien. Pendant que Nida Tounes continue de se déchirer, les urgences sont légion avec un taux de chômage national de 15,3%, une inflation à 4,9% sur les 11 premiers mois de 2015 et une économie fragilisée par le terrorisme. Dans l'actualité également, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak ainsi que ses 2 fils sont désormais fixés sur leur sort judiciaire. La Cour de cassation, plus haute instance judiciaire du pays, a confirmé ce samedi 9 janvier une peine de 3 ans de prison prononcée à leur encontre dans une affaire de détournement de fonds publics. Une confirmation de peine qui les empêche désormais de participer à une quelconque action politique dans les 5 ans à venir. Le dépôt de candidature pour l'élection présidentielle de février 2016 est ouvert au Bénin. Depuis le 9 janvier, les prétendants à la magistrature suprême sont invités à déposer leur dossier auprès de la Commission électorale nationale autonome. Pour l'instant, seulement 7 dossiers ont été enregistrés. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou, commenté par Birama Saounera.
Au Bénin, le dépôt des dossiers des candidatures pour l'élection du 28 février 2016 est effectif. Démarré officiellement samedi 9 janvier 2016, conformément au calendrier électoral établi par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, les candidats se sont manifestés pour enregistrer leur dossier de candidature pour la présidentielle. Au nombre de ces candidats se retrouvent des anciennes figures de la classe politique. Je viens d'obtenir mon récépissé. Ça veut dire que la conformité, le reste, c'est le processus. Et c'est au terme de ce processus que nous pouvons dire que le dossier est accepté et que nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Tout s'est très bien passé. J'avoue que j'ai été impressionné par toute la solennité qui entoure. C'est toute une cérémonie carrément. C'est impressionnant. Conformément aux articles 339 et 340 du Code électoral de la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin, 7 pièces sont indispensables pour la déclaration des candidatures. Parmi celles-ci, on note la preuve du paiement régulier d'impôts sur les revenus et de l'impôt foncier des 3 dernières années. Cette pièce a induit le rejet provisoire des dossiers de quelques candidats. Je voudrais d'abord parler de l'issue de l'exercice parce qu'il m'est revenu et qu'il fallait repartir à la direction des impôts pour que ce soit plutôt le directeur national qui signe ma déclaration d'impôt qui est faite à Parakou. Je n'avais pas ce détail-là. Je croyais qu'il suffisait d'avoir un document signé par nos services, mais il fallait la confirmation de la direction générale qui, elle, est à Cotonou. Voilà. Donc, je n'ai pas déposé mon dossier. Au total, 7 dossiers ont été enregistrés par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, au terme de la première journée de l'opération de réception des dossiers de candidature. Au nombre de ceux-ci, 3 dossiers ont été jugés conformes et enregistrés par l'institution. Celui de Noc Christian Lagnidé, Simon-Pierre Adovelandé et Gracien Ougbeji. Rappelons que la clôture du dépôt des dossiers est prévue pour le mardi 12 janvier 2016. Et dans le reste de l'actualité, ils sont 15 à se lancer dans la course à la magistrature suprême au Niger. Ce samedi 9 janvier, la Cour constitutionnelle a validé 15 dossiers de candidature sur les 16 présentés. Parmi les candidats éligibles, l'opposant Ama Amadou, écroué depuis 2 mois pour un trafic présumé de bébés. Rappelons que l'ancien président de l'Assemblée nationale a été interpellé en novembre 2015 dès sa descente d'avion lors de son retour au pays après un an d'exil volontaire en France. Le rapport 2013 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est désormais disponible en Guinée. Sous la menace d'une suspension du conseil d'administration de cet organisme, le pays riche en mines a réagi. Cette publication permet donc à la Guinée de se maintenir parmi les pays en règle en matière de transparence dans les exploitations minières. Le point avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. C'est le premier rapport publié en Guinée selon les normes prescrites par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il permet de renforcer la compréhension du niveau des contributions du secteur extractif au développement économique et social du pays. Le document fait également le point sur l'environnement du secteur extractif guinéen, tout en proposant des orientations visant à consolider la gouvernance publique des industries minières dans le pays. En 2012, nous avions un montant de 379 974 000 $ et en 2013, c'est 301 millions, je crois, 564 000 $. Donc ça, c'est la différence au niveau des montants qui ont été collectés par les 2 différents rapports. Maintenant, la différence au niveau de la collecte a été que par rapport à 2012, nous avons ajouté les sociétés de sous-traitance directe des sociétés minières. Ce document élaboré par des experts indépendants a permis de collecter, rapprocher et compiler pour l'année 2013 les paiements déclarés par les entreprises extractives enregistrées en Guinée et les paiements effectivement perçus par l'État. L'exercice de rapprochement a couvert plus de 97% de ce que l'État a déclaré avoir reçu des 33 entreprises identifiées comme étant les plus contributrices au budget national. Cette fois-ci, nous avons englobé non seulement les sociétés minières en exploitation, les sociétés en développement. Nous avons également ajouté les comptoirs d'achat de diamants et d'or, ainsi que certaines carrières d'exploitation de granit. Donc ce qui fait qu'on a
élargir le périmètre pour couvrir le maximum de sociétés minières. L'exercice de rapprochement des données ITIE 2013 représente 28% des revenus totaux de l'État au cours de la période couverte. Les écarts constatés en comparaison avec les rapports précédents ne sont pas de nature, selon les experts, à remettre en cause la crédibilité de ces documents. Avec ce rapport, la Guinée, qui est connue pour être un pays riche à cause de ses mines, maintient sa position de conformité quant à la transparence dans les industries extractives. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.